Monsieur Pierre Lévédère, je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Azimut s'est donné pour objectif depuis sa création de faire rencontrer des lycéens et des professionnels afin de mieux comprendre les enjeux de faire des choix. Et comment dirais-je, nous, malgré la situation sanitaire, nous avons décidé de perpétrer cette habitude dans un contexte un peu particulier, donc sous forme d'entretien. Il est évident que d'habitude, les jeunes rencontrent directement les professionnels. Cette fois-ci, c'est moi qui vais me charger d'interviewer. Donc, Monsieur Pierre Lévédère, ici présent et avocat. Je vous laisse présenter un petit peu votre parcours. Bonjour, déjà merci de me donner la parole. Au niveau de mon parcours, assez classiquement, je sors de la fac de droit. Avec une petite particularité que j'avais tenté la fac de médecine dans un premier temps. Une façon de dire aux étudiants que premier accro dans un parcours universitaire ou un parcours d'études supérieures, c'est pas rédhibitoire, on peut facilement rebondir. Le tout, c'est de s'accrocher et de garder la motivation. Donc j'ai fait une licence de droit à Brest, avant de faire un master 1 en droit des espaces et des activités maritimes, toujours à Brest. Ensuite, j'ai gagné Lille pour mon master 2, où j'ai fait un master 2 en droit de l'urbanisme et de l'environnement. Avant de revenir à Brest, de passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat et d'intégrer l'école d'avocat du Grand Ouest, donc l'EDAGO, située à Rennes. Et après, en sortie d'école, j'ai eu la chance de réussir à devenir avocat. C'est ce parcours très intéressant. J'aimerais bien qu'on revienne sur le passage de médecine à droit. Comment vous y êtes arrivé à ce choix-là? Tout simplement, je pense que ça parlera à un certain nombre des lycéens qui vont regarder. On ne sait pas toujours exactement ce qu'on veut faire en sortie de lycée. Pour ma part, j'avais une appétence pour les matières scientifiques. Donc médecine m'intéressait, la biologie m'intéressait. Donc j'étais parti sur la fac de médecine. Je crois que c'est toujours le cas actuellement, c'est un numerus clausus. Il y a le concours de première année. Par 2 fois, j'ai tenté ma chance. Par 2 fois, ça ne l'a pas fait. Deuxième fois, de très peu, mais ça ne l'a pas fait. Donc après, il fallait pas se laisser abattre, il a fallu rebondir. Donc dans les autres choix que j'avais au moment du lycée, il y avait la question du droit qui m'intéressait. Donc je suis passé de l'un à l'autre assez naturellement. D'accord, sans difficulté particulière? Sans difficulté, avec l'attention des étudiants qui partiraient en médecine et des futurs étudiants qui partiront en médecine et pour qui malheureusement ça ne sera pas possible de continuer. Il faut savoir que la première année est vraiment dure, c'est un rythme de travail extrêmement intense. Par contre, ça donne une méthodologie de travail. On apprend à travailler vite et à engranger beaucoup d'informations. Donc c'est vrai qu'ensuite, sur les études de droit, ça m'a, malgré le retard que j'avais pris par rapport aux autres étudiants de première année qui sortaient du bac, ça m'avait donné une capacité de travail intéressante et qui m'a permis de mener mes études de droit plus sereinement. D'accord, oui, en effet, ça a été quand même assez riche finalement. Vous avez progressé, vous n'avez pas régressé après vos 2 échecs. Non, effectivement, il faut le dire, oui, c'est pour ça que j'insiste. À pas voir un premier échec comme quelque chose de rédhibitoire ou qui sera une tâche indélébile sur leur parcours. On peut toujours rebondir et ce qu'on a appris dans un domaine servira à un moment ou à un autre. Tout à fait, tout à fait. Bien, parlons de votre métier. Alors, ce métier d'avocat. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en termes d'activité? C'est quoi le métier d'avocat? C'est extrêmement vaste. Oui, justement. Alors, sur votre secteur, et peut-être qu'on reparlera après aussi du choix de ce secteur-là, est-ce que vous pouvez aller rentrer déjà dans les activités à peu près standards du métier d'avocat? On pourrait prendre... on va dire l'avocat généraliste ou le cabinet généraliste qui va être probablement ce qui va parler le plus. C'est en général un cabinet d'avocats qui va avoir, comme son nom l'indique, des activités dans diverses matières juridiques. D'accord. Donc ça va souvent être du droit civil, du droit des contrats, du droit des obligations, du droit de la consommation. En général également une partie de droit commercial, donc les activités des sociétés, des entreprises et la gestion de leurs contrats entre elles et du contentieux qu'elles peuvent avoir d'un point de vue commercial. Du droit de la famille, qu'on va retrouver également beaucoup dans ce type de structure, c'est-à-dire les contentieux liés au divorce, qui ne sont pas forcément contentieux puisque les avocats gèrent aussi les divorces par consentement mutuel, donc ils ne passent pas devant un juge. On va
va retrouver les problèmes liés à la garde des enfants, donc la saisine du juge des affaires familiales pour traiter ce qui va être justement le devenir des enfants en cas de séparation des parents, mariés ou pas. En général également une composante pénale qui est liée à l'activité des cabinets généralistes, donc ce qu'on va appeler du pénal tout venant, en général soit du tribunal de police, du correctionnel, ou pour ceux qui ont le plus d'appétence, de la cour d'assises. D'accord, ce sont des gens, là vous parlez de personnes qui ont commis des délits ou des choses Exactement, comme ça. donc oui. les contraventions... Il y a des mots techniques. Oui. Le tribunal de police pour les contraventions, c'est-à-dire les infractions les plus faibles. Ensuite, les infractions qui seront punies de moins de 10 ans d'emprisonnement, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, sera le tribunal correctionnel donc pour les délits. Et au-delà de 10 ans d'emprisonnement, on passera sur la cour d'assises, donc dans le cadre des instructions criminelles, des instances criminelles. Et vous, votre spécialité? Alors moi, pour le moment, j'en ai pas. Ah d'accord, donc on ne choisit pas sa spécialité à l'université? Et justement, c'était assez intéressant que vous me demandiez, que vous me disiez qu'on allait revenir sur le choix de ma spécialité, parce que à la base, j'ai donc une formation publiciste, donc je fais plutôt du droit public. Dès ma licence, j'ai commencé à m'orienter par petites touches avec les matières qu'on peut choisir vers le droit public. Ça s'est confirmé avec mes différents masters, puisque l'urbanisme et l'environnement sont matières principalement publiques, une petite partie privée, mais ça reste énormément du contentieux public. Et une fois arrivé à l'école des avocats, c'est pour le coup le droit pénal qui m'a intéressé. Donc j'ai décidé plutôt de m'orienter dans cette voie-là. Donc malgré mon bagage de juriste publiciste, je suis parti dans un cabinet généraliste privé, donc en droit privé, sur Lorient, et ensuite où j'ai exercé pendant 3 ans avant de revenir sur Brest. Et maintenant que je suis sur Brest, j'essaye un maximum de développer le volet pénal de mon activité. Donc c'est pas le choix les orientations faites au cours des études qui vont être déterminantes. Pour l'activité quotidienne. Exactement, on se bloque pas, on peut partir de toute façon, un avocat, à partir du moment où il est avocat, il peut être avocat dans toutes les spécialités. D'accord, c'est intéressant. Ça lui appartiendra ensuite d'être capable et d'avoir les compétences pour intervenir dans les domaines dans lesquels il souhaite intervenir. Mais si tant est qu'il se forme, quelqu'un qui aurait fait des études en droit de la famille pourrait très bien devenir avocat fiscaliste s'il a envie d'exercer une activité fiscale. Ça veut dire qu'il travaille beaucoup en dehors de son travail ordinaire, quoi. Parce qu'il faut se former, de toute façon, non ? effectivement, il faut se former. Alors, il faut aussi savoir que on a une obligation de formation continue en tant qu'avocat. On est obligé de justifier de 20 heures de formation annuelle. C'est 40 heures sur 2 ans, mais ça revient à 20 heures annuelles. De formation, donc dans les domaines, tout domaine confondu. D'ailleurs, en cours de carrière, on peut très bien décider de changer d'orientation et de domaine d'intervention. Donc d'où l'intérêt des formations continues qui permettraient de se mettre à jour sur des nouvelles matières qu'on souhaiterait développer. Ok, d'accord. Alors, ça consiste en quoi ce métier? Alors, une fois que vous nous avez parlé des spécialités, vous défendez, essayez de nous dire un petit peu le contenu même d'une journée, si ça peut vous aider. Disons que le droit est compliqué. Le droit est une matière compliquée, à mon sens trop compliquée, qui n'est pas assez accessible aux justiciables, mais ça... C'est une question nul n'est censé ignorer la loi, mais personne ne lit les contrats. Oui, exactement. Nul n'est censé ignorer la loi. Je vous invite à ouvrir un code de procédure pénale. Oui, ça me paraît assurant. Vous ne l'ignorerez pas, mais vous ne la comprendrez pas non plus. Voilà. Donc, ça, c'est un autre souci qui est plus lié, à l'éducation, à la formation dans le cursus, notamment secondaire. Mais le fait est que le droit, c'est une spécialité et que pour la maîtriser, il faut avoir un bagage juridique suffisant et l'avocat va servir à aider les personnes qui rencontrent un problème juridique à faire valoir leur position d'un point de vue juridique et à trouver les meilleures solutions juridiques à appliquer à leur situation. Donc ça passe soit par du conseil, soit quand on se retrouve sur un contentieux et que les personnes doivent intervenir devant une juridiction. L'avocat permet de faire le lien entre la juridiction et le justiciable pour faire valoir les arguments d'un point de vue juridique. D'accord, oui, en effet. Et une journée, alors, ça fait quoi? Vous allez recevoir des gens, vous allez écrire, vous allez, je sais pas, essayer de... Alors, une journée lambda, un peu comme tout le monde, ça va commencer par ouvrir les mails. Ouais, oui, bien sûr. C'est bête, mais il faut le dire, c'est ça. Et il y a beaucoup de traitements de mails, parce que de plus en plus, les gens n'envoient plus de lettres. Avant, on ouvrait le courrier.
Donc aujourd'hui, on va regarder les échanges qu'il y a eu, donc pour les dossiers qu'on a en cours, est-ce que des confrères nous ont écrit pour faire avancer un dossier? Est-ce que les juridictions nous ont écrit? On fait également beaucoup de demandes aux clients. Donc quand on gère un dossier pour eux, il va nous falloir des pièces pour réussir à... pour comprendre la situation. Pour surtout la justifier. La plupart du temps, les pièces servent à justifier oui, c'est vrai, les arguments juridiques qu'on va développer. Donc on demande aux clients de nous fournir des pièces. Donc il y a tout ce travail de récolte des informations qu'on nous envoie qui prend beaucoup de temps. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ensuite... alors, il y a deux choses, soit vous allez ensuite travailler sur un dossier qui est déjà en cours, soit vous allez ouvrir un nouveau dossier. En général, pour ouvrir un nouveau dossier, vous allez recevoir le client en rendez-vous et échanger avec lui. Et il y a un gros travail de cerner la problématique juridique, puisque la personne arrive avec un problème. Si elle vient nous voir, c'est qu'elle ne peut pas le résoudre par elle-même. Oui. Et donc, il va falloir déterminer le cadre juridique dans lequel s'inscrit sa problématique, réussir à trouver la question juridique qui se pose, et ensuite la conseiller. Parce que souvent, une même question va amener plusieurs réponses. Et il y a un choix stratégique d'opportunité à déterminer. Donc ensuite, par exemple, dans le cadre d'un nouveau dossier, au-delà d'ouvrir ce nouveau dossier, il va falloir faire des recherches juridiques par la suite, sur la base des éléments qu'on a recueillis pendant l'entretien ou par les échanges de mails. Et il va falloir déterminer justement le cadre juridique dans lequel on s'inscrit, les problématiques et les écueils qui vont se présenter pour pouvoir donc avoir une vision globale de la situation juridique et la traiter au mieux. D'accord. Voilà. Ensuite, beaucoup d'écriture. D'accord. Enfin, donc l'avocat, il ne fait pas que plaider? De moins en moins. Ah. De moins en moins, c'est... Parce que c'est un peu l'image qu'on en a. C'est un peu l'image qu'on en a, mais ça s'est accéléré assez rapidement. Les plus anciens confrères qui sont encore en exercice ont connu une époque où on plaidait tout. Enfin, toutes les audiences étaient l'objet de plaidoirie. Aujourd'hui, beaucoup de matières sont en ce qu'on appelle en procédure écrite. C'est-à-dire que la plaidoirie finale ne sera que le reflet des écritures qu'on aura échangées entre les parties, donc avec l'adversaire. Donc il y a une grosse phase de rédaction, de ce qu'on appelle des conclusions, pour échanger les arguments entre soit l'avocat et l'adversaire s'il n'y a pas d'avocat en face, soit entre confrères s'il y a un avocat pour la partie adverse. D'accord. Donc dans votre discours, j'entends trois grandes étapes, l'analyse du dossier, enfin d'abord la compréhension de la demande, l'analyse du dossier, la recherche concernant, compléter les informations. Vous me dites si j'essaye de rendre les choses un peu plus... voilà, et on finit par plaider si... on échange beaucoup, et on plaide si besoin. Et on plaide si besoin. Il y a certaines matières qui se prêtent plus à la plaidoirie, certaines matières qui s'y prêtent moins. Typiquement, les contentieux civils, quand on a échangé déjà avec l'adversaire plusieurs jeux d'écriture, voilà, d'une certaine façon, tout est dit déjà. C'est très clair tout ça. Je trouve que... Alors, par rapport à... Je pense que là, on a compris, on a bien compris votre métier, en fait, je trouve. Donc, les compétences auxquelles vous faites appel tous les jours pour travailler, c'est que vous avez développé ou que vous aviez vous-même, vous pouvez en revenir? Parce que ça peut peut-être convenir à certaines personnes et pas à d'autres. C'est pour ça que je pose cette question. Alors... Compétences et aptitudes. Oui, je dirais de la réactivité. D'accord. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental parce que les dossiers, déjà, un certain nombre de dossiers vont relever de l'urgence. Certaines procédures particulières sont faites pour les situations urgentes. Elles sont pas... c'est pas extrêmement rare. Ça arrive régulièrement d'être saisi en urgence pour des dossiers. Donc dans ces cas-là, il faut être capable d'être réactif, de réagir rapidement, justement ensuite toute l'analyse du dossier, voilà, et de l'adaptation, puisque traiter ce dossier en urgence, c'est un autre dossier qu'on avait prévu de traiter qui finalement, lui, ne va pas pouvoir l'être, mais qui devra quand même finalement être traité. Oui, bien sûr. Donc un peu en permanence, jouer avec le temps, jouer avec l'agenda, pour réussir à jongler avec tout. Donc ça, c'est important d'être... adaptable et réactif. Oui, d'accord. Et réactif.
Et vous avez d'autres pensées, d'après, dans l'écriture par exemple, il y a quand même besoin de savoir synthétiser ou non vous aviez... C'est un exercice qui s'apprend. Ouais. Ça, pour les qualités rédactionnelles, bon, sauf à ce qu'on déteste écrire, auquel cas ça peut poser problème. Je pense que tout un chacun est capable de s'adapter aux contraintes de l'exercice. D'accord. Vous voyez d'autres choses non, comme on ne plaide plus savoir parler en public, tout ça, une aisance verbale. Ça reste important parce qu'effectivement, on ne plaide plus les dossiers au fond, mais la prise de parole orale reste quand même importante, même... puisque souvent les gens vont penser qu'une audience, c'est forcément une plaidoirie. Oui. Par exemple, et ça c'est une fausse idée, il y a beaucoup de présences à l'audience qui vont être de la mise en état des dossiers. D'accord. C'est-à-dire qu'on a échangé des conclusions, mais on n'est pas encore prêt, ou on n'a pas eu le temps de répondre aux derniers arguments, et le juge va appeler le dossier, puisqu'il devait venir à cette audience-là, et il faudra justifier il nous faudrait un nouveau délai et renvoyer le dossier à une autre audience, puisqu'il faut qu'on y réponde. Il faut justifier éventuellement de pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le temps de conclure, ou de la difficulté qu'on rencontre. Et donc ça nécessite quand même d'être capable d'une prise de parole à l'oral. Et ensuite, certaines autres matières, je pense notamment au droit pénal ou au droit prud'homal, le droit du travail, qui font encore la part belle à la plaidoirie. Donc forcément, si on veut se destiner au contentieux prud'homal, pas le conseil. Il vaut mieux pas être timide. Il vaut mieux pas être timide. Ensuite, ça s'apprend. Ça s'apprend, et puis il n'y a pas besoin d'être un bretteur hors pair. Le simple fait d'être sûr de ses arguments, déjà, donne confiance en soi. Bien. Vous auriez des conseils à donner à des jeunes, puisque vous aviez commencé par là en disant, je ne savais pas, je trouve que c'est intéressant qu'un jeune parle un jeune professionnel parle à des jeunes qui vont rentrer dans le parcours professionnel ou d'études. Un conseil pour ceux qui souhaiteraient oui, par exemple, partir dans la profession, je dirais de ne pas hésiter. non, mais c'est un beau métier. Par contre, c'est un métier qui est prenant, la plupart du temps, et d'une certaine façon, peu importe le contentieux qu'on pratique, c'est un métier qui est relativement prenant. Et il faut être capable de s'en détacher. Voilà, un conseil, c'est prendre du recul par rapport à sa profession, parce que c'est souvent quand on discute avec les confrères qui ont plus d'expérience, et c'est un conseil qu'ils donnent, ne pas vivre avec sa robe. Parce que c'est un métier très prenant, et il faut réussir à se ménager une existence à côté, exister en dehors de comme tous de les la métiers profession. de l'humain, en fait. Où on est au service. Oui, effectivement, je suppose que les soignants rencontrent ce même type de problématiques, et il ne faut pas qu'ils restent soignants même quand ils sont à domicile. Absolument, donc voilà. Bon, vous avez d'autres choses, j'ai peut-être pas abordé tous les thèmes, mais peut-être que vous auriez envie de rajouter quelque chose. Sur les études, je voulais juste vous demander, la quantité de travail, j'ai entendu que c'était quand même important, que votre passage en médecine avait aidé, parce que le droit, ça a l'air quand même assez... ça demande beaucoup de travail, je crois, non? Quel type de travail? Ça c'est pareil, d'une certaine manière, c'est une idée reçue. C'est des études qui ne sont pas faciles, ça c'est évident, mais elles ne sont pas insurmontables. Elles demandent du travail, mais elles demandent une technique. En fait, souvent, on pense que ça consiste à apprendre par cœur. Personne ne connaît par cœur le code pénal, personne ne connaît le code civil. En général, tout le monde connaît un article en particulier. Qui n'est pas utile pour toutes les situations, rassurez-moi. Non, mais c'est celui c'est quasiment le premier article qu'on apprend à la fac, c'est l'article 1240 du Code civil. Et puisque le prof le connaît par cœur, tout le monde finit par l'apprendre. Mais sinon, non, c'est une méthode, c'est être capable de savoir où trouver les choses et comprendre comment fonctionne un raisonnement juridique, comprendre les grandes théories qui font fonctionner le droit, qui font s'articuler les éléments juridiques entre eux. Et qu'on a choisi ce type d'argument plutôt que d'autres, quoi. Oui, et justement, c'est de la même manière, quelqu'un qui aurait une formation en droit du travail
qu'il soit avocat ou juriste. Enfin, il pourra exercer dans une autre matière juridique parce qu'il aura appris le raisonnement juridique. En fait, Voilà. c'est ça qu'apporte la fac de droit, c'est comprendre le raisonnement juridique. C'est pas apprendre par cœur un domaine en particulier. D'accord, d'accord. Bon, d'autres éléments à nous faire, à partager avec nous? Non? Non, alors si, je Allez-y, pense que allez-y. pour ceux que ça pourrait intéresser éventuellement comme choix de carrière, mais qui ne voient pas forcément à quoi ça correspond, il y a la possibilité, les audiences sont publiques. Ouais. Et donc ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion et que ça intéresserait, bon là il y a des mesures sanitaires qui rendent ça un peu compliqué, mais en temps normal, il est tout à fait possible de venir se rendre aux audiences et de voir ce que c'est. De voir ce que c'est une audience civile, de voir ce que c'est une audience de prud'homme ou une audience pénale. En général, c'est celles-là qui sont les plus courues parce que, d'une certaine façon, les plus intéressantes. Mais ne pas hésiter à pousser la porte du tribunal, à voir un peu comment ça fonctionne et à venir voir une audience pour avoir une idée et prendre conscience de... Enfin, sentir est-ce qu'on se sent capable de faire ça ou pas. Et ensuite de réaliser des stages dans des cabinets d'avocats. Enfin, moi, je n'aurais jamais fait avant d'intégrer la profession, donc c'est pas nécessaire. Mais pour ceux qui s'interrogent, ne pas hésiter. Je vais juste revenir sur tout début. Vous avez dit, j'ai choisi médecine d'abord, et ensuite le droit faisait partie de mes choix possibles. Et vous vous rappelez de pourquoi ce choix-là possible? Pourquoi ça? Parce que ça aurait pu être... Vous aimiez les sciences, vous auriez pu faire des études de bio, par exemple, ce qui est un classique après la médecine. Alors, Est-ce que vous vous rappelez? Alors, je sais pourquoi j'ai évacué bio. D'accord. C'était parce que même si aujourd'hui j'arrive à le présenter comme quelque chose qui m'a permis de rebondir, ça en demeure quand même un échec, un moment ou un autre. Oui, bien sûr. Et je voulais pas rester dans un domaine trop proche qui aurait pu créer une aigreur. D'accord. Pour plus tard. Donc je voulais me changer complètement de voie pour pas avoir de regrets derrière, éventuellement dans un travail de biologiste, côtoyer des médecins. Ouais. Et me dire... c'est ça que j'aurais dû faire. Oui, c'est ça. Ils ont été ce que moi, j'ai pas réussi à être. Et oui, c'est ça, faire naître une aigreur. D'accord. Et pourquoi est-ce que le droit m'intéressait? C'est parce que tout est droit. La totalité des relations humaines et du droit, quand vous achetez une baguette de pain... vous vous en rendez pas compte, mais théoriquement, vous faites du droit. Quand vous interagissez avec une personne, à un moment, le droit peut intervenir. Oui, c'est ça. Dans quasiment toutes les relations entre les humains, il y a une règle de droit qui va trouver à s'appliquer. Et d'une certaine façon, toujours aimer interroger le cadre. Du coup, apprendre le cadre pour pouvoir mieux l'interroger, ça me semblait quelque chose d'intéressant. Mais j'ai pas commencé mes études de droit en me disant que je ferais avocat. C'est au fur et à mesure que cette voie-là s'est ouverte. Oui, parce qu'en fait, le droit ouvre à plein de choses. Donc, effectivement, on finit par choisir en cours d'études, quoi, je pense. Oui, c'est ça. Il ne faut pas partir à la fac de droit avec l'idée ferme et définitive qu'on fera tel ou tel métier. Non. Non, c'est souvent le cas. Et on change, heureusement, je pense. Oui, on change heureusement, mais sinon, alors, par rapport... il y aurait énormément de juges aux affaires familiales, puisqu'il y a beaucoup de... principalement des étudiantes en première année qui ont cet objectif-là en tête. Et donc je vous dis, si tout le monde restait sur sa vision, on aurait plus que de cas. Cette interview vise justement à essayer de casser un peu les stéréotypes, donc voilà. Oui. Donc on se rend compte au fur et à mesure, et puis comme je vous disais, le droit c'est tellement particulier qu'on en a une vision en général extérieure, mais on ne sait pas du tout si ce qui va nous plaire. Et même si ça reste une base juridique commune, il y a des spécificités à chaque matière, il y a une manière de les traiter, et on peut accrocher ou pas à tel ou tel domaine. Donc c'est bien d'avoir un objectif, il ne faut pas y rester accroché de manière forcenée. En ayant un esprit ouvert. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon. Bien, vous avez d'autres choses à ajouter? Non, je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'on a bien creusé le sujet. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Mais c'est moi. Et puis, je vous souhaite une belle carrière. Continuez dans ce chemin-là. Bonne continuation et meilleurs vœux d'ailleurs. Oui, merci à vous.